Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce petit déjeuner à la 1 CN de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, je me présente, Stéphanie Leblanc, chef membership et partenariat à la Chambre. Je serai votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Alors, l'événement de ce matin est présenté par Pratt & Whitney en collaboration avec Bombardier, Le Devoir, Pharmascience, Tact et Yule, Aéroport international Montréal-Trudeau. Donc, si ce n'est pas déjà fait, merci de mettre votre téléphone cellulaire en mode silencieux, mais toujours gardez-le à proximité afin de pouvoir commenter sur nos réseaux sociaux en utilisant le mot-clic CCMM. Alors, j'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre belle grande table d'honneur, donc les invités qui la composent. Merci de réserver vos applaudissements pour la fin. Alors, tout d'abord, à la gauche de votre conférencière, présidente et chef de la direction Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Mme Isabelle Dessureau. Président et chef de la direction Bombardier et grand partenaire platine de la Chambre, M. Éric Martel. Présidente WSP Canada et grand partenaire de la Chambre, Mme Marie-Claude Dumas. Président directeur général Aéroport de Montréal, grand partenaire de la Chambre, M. Yves Beauchamp. Présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, Mme Véronique Proulx. Associé fondateur Tact, grand partenaire de la Chambre, M. Daniel Matt. Vice-présidente senior service conseil et CGI et partenaire pilier de la Chambre, Mme Valérie Godin. Présidente du conseil d'administration Fondation canadienne en innovation, Mme Nancy Désiel. Président et chef de la direction Palette Skills, M. Mark Beckles. Directrice exécutive Rio Tinto, fer et titane et diamant et partenaire pilier de la Chambre, Mme Sophie Bergeron. Président directeur général Alto, grand partenaire de la Chambre, M. Martin Imblot. Présidente et chef de la direction Mila, Mme Valérie Pisano. Présidente de division Défense et Sécurité Canada, CAE, grand partenaire de la Chambre, Mme France Hébert. Chef de la direction par intérim Pharmascience, grand partenaire de la Chambre, M. Jacques Dessureau. Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Mme Christine Fréchette. Vice-président Affaires corporatives et directeur exécutif Transformation Pratt & Whitney, ainsi que président du conseil d'administration MEQ et grand partenaire de la Chambre, M. Alexandre Gagnon. Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie du Canada, M. Carlos Leitao. Présidente directrice générale, manufacturier et exportateur du Québec, Mme Julie White. Présidente directrice générale, administration portuaire de Montréal, grand partenaire de la Chambre, Mme Julie Gascon. Directrice générale et chef de la direction École de technologie supérieure, grand partenaire de la Chambre, Mme Cathy Beig. Président et chef de la direction Solotech, M. Stéphane Lefebvre. Excusez-moi. Directrice de l'intelligence artificielle COER, Mme Joëlle Pinault. Président et chef de la direction Innovia, M. Chris Arsenault. Présidente et chef de la direction Banque de développement du Canada, grand partenaire de la Chambre, et ancienne présidente et chef de la direction de la Chambre, Mme Isabelle Hudon. Fondateur et président exécutif du conseil d'administration Alimentation Couche-Tard, M. Alain Bouchard. Et finalement, votre conférencière, la députée Hansé Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly. Mesdames et messieurs, votre table d'honneur. Alors, quelques informations sur le déroulement de l'événement. Dans quelques instants, Isabelle Dessureau, notre présidente et chef de la direction, viendra vous adresser un mot d'introduction. Et par la suite, notre conférencière, Mme Joly, prononcera son allocution qui sera suivie d'une discussion avec Isabelle. Alors, sur ce, je cède la parole à Isabelle. Bonjour, grands partenaires, membres, dignitaires. Merci d'être des nôtres ce matin à ce déjeuner causerie qui est à guichet fermé.
Nous avons évidemment le privilège d'accueillir l'honorable Mélanie Joly. Mélanie, Madame la ministre, il y a 4 mois, jour pour jour, nous étions ici toutes les deux à cette même tribune. Vous démarriez alors votre mandat à l'industrie et moi, j'amorçais mon rôle comme dirigeante à la Chambre. Alors, un trimestre déjà, est-ce que ce sera le moment des bilans? Probablement plus tard sur scène ensemble. Permettez-moi de saluer, avant de poursuivre, les élus qui sont présents dans la salle. Alors, bienvenue à Madame la ministre Christine Fréchette, Monsieur le secrétaire parlementaire Carlos Letao, Madame Madeleine Chenette, qui est députée de Thérèse de Blainville et secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadienne et ministre responsable des langues officielles. Bienvenue. J'aimerais aussi féliciter Stéphane Lefebvre pour sa nomination à la tête de Solotech, un chef de file en Amérique du Nord dans le secteur du divertissement. Vous savez, ils sont derrière les grands moments que les artistes nous font vivre, de Taylor Swift au Festival de jazz de Montréal. Autre félicitations aussi à notre collègue Julie Gascon du Port de Montréal et à Pomerleau, qui ont annoncé hier une grande première phase de travaux pour le port de Contrecoeur. On s'en réjouit. Je me réjouis aussi d'une autre nouvelle ce matin pour Bixi, une grande invention de Montréal qui a été sacrée par le Times Top 25 des meilleures inventions depuis 2000. Alors, fondée ici, créée ici, bravo. On se fait la responsabilité à la Chambre de célébrer davantage nos fleurons et bien sûr les entreprises qui marquent des grands coups ici et à l'international. Madame la ministre, cette salle est remplie d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises, de leaders qui font la fierté de notre communauté des affaires à Montréal. On est impatient évidemment de vous entendre sur votre vision pour leur permettre d'avancer. On a pu lire dans un article hier dans Le Devoir où vous disiez « Plus on a de grandes entreprises qui vont avoir un impact dans le monde, plus on va augmenter notre influence dans le monde. » Eh bien, justement, on a un grand parmi les très grands avec nous aujourd'hui, M. Alain Bouchard, fondateur donc et président du Conseil d'alimentation Couche-Tard, un de nos très grands fleurons québécois. Vous êtes sans contredit l'un ou le plus grand entrepreneur que le Québec ait jamais connu. Et osons le dire aussi, un modèle pour nous tous, pour toute une génération. Vous faites l'unanimité. Et d'ailleurs, vous êtes membre aussi du conseil du groupe CGI, une autre de nos entreprises qui nous rend si fiers. Et nous aurons l'occasion et le privilège, donc le 30 octobre, de recevoir M. Serge Godin et Mme Julie Godin qui vont célébrer avec nous les 50 ans de ce grand fleuron. Et ce sera l'occasion pour la Chambre de lancer une nouvelle série signature de leaders d'ambition, leaders de fierté d'ici qui nous rendent fiers. Alors, c'est un rendez-vous le 30 octobre et évidemment, vous aurez compris que pour cette série signature, il n'y a pas beaucoup de gens qui se qualifient. Alors, j'ai eu la chance cette semaine d'inviter M. Bouchard pour l'hiver 2026 à être peut-être ce deuxième grand conférencier. On sait d'ailleurs que les Godin et les Bouchard partagent une passion, celle de la pêche. Et je pense qu'on aimerait tous être dans la chaloupe quand ils refont le monde ensemble. Alors, j'ose espérer que M. Godin saura vous convaincre lors d'un moment de pêche. Mélanie, je reviens à vous. Il y a à peine 72 heures, vous vous trouviez dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, aux côtés du premier ministre Carney et du président Trump. Quand cette conférence-ci a été planifiée, le thème devait être la vision industrielle du Canada.
C'est toujours le cas. Le plan n'a pas changé, mais le contexte, lui, il a évolué. Et ce matin, j'imagine que nous pourrons avoir des nouvelles fraîches. Je sais que, par exemple, M. Leblanc est toujours à Washington, si je ne me trompe pas. Alors, merci d'échanger avec nous, Mélanie, à ce sujet. Nous sommes en pleine transformation économique, on le sait. On parle maintenant tous les jours de souveraineté économique qui passe par notre souveraineté énergétique, notre souveraineté numérique et notre sécurité nationale. C'est du nouveau vocabulaire. Et donc, on doit tous adopter nos approches, les gouvernements comme les entreprises. Ce sera des milliards de dollars qui vont être injectés dans notre économie en infrastructure, en énergie, en défense. Et ce sont les dollars des contribuables et des impôts des entreprises qui vont permettre ces grands investissements. Alors, il faut absolument que ces investissements reviennent dans les chaînes d'approvisionnement et les chaînes locales du Canada. Et surtout, il ne faut pas manquer cette chance pour créer nos prochains fleurons. Les gens d'affaires qui sont ici ce matin, Madame la ministre, veulent du concret, ils veulent des actions, ils veulent un nouveau cadre qui favorise l'approvisionnement local. Alors, l'achat local, c'est plus qu'un réflexe économique, c'est un choix de société. Et prioriser nos ressources, c'est prioriser le nous. Et ça passe notamment par tout le retrait des barrières au commerce interprovincial. Bravo, d'ailleurs, pour ce leadership. Il faut continuer. Et on aura des attentes pour le prochain budget fédéral sur cette fameuse politique « acheter canadien ». Et vous le savez, le diable est dans les détails. Alors, on sera gardien d'analyser ces détails avec vous. Et nos PME, évidemment, ont un rôle majeur à jouer. Pour grandir, elles doivent être davantage arrimées à nos grands donneurs d'ordre et à nos PME. On doit créer ces passerelles et à la Chambre, on prend ce rôle très au sérieux. D'ailleurs, suite à la venue de Mme Smith, la première ministre Smith, cette semaine, on a annoncé une mission économique à Calgary pour pousser ce commerce intra-Canada. Et le 20 octobre, ce sera la semaine des PME et on recevra ici Isabelle Hudon, donc présidente de la BDC, et on souhaite que la salle soit remplie de PME pour entendre le message du support que la BDC leur offre. Alors, je vous passe la parole dans quelques instants, mais je veux juste vous dire, Madame Joly, que les gens d'affaires s'attendent à ce que vous simplifiez pour pouvoir accélérer et ils s'attendent à ce que vous investissiez pour durer. Alors, les grands projets, on veut vous entendre et on vous promet de collaborer pour prospérer. Mesdames et Messieurs, la ministre Mélanie Joly. Bon, bien, merci. Merci beaucoup, Isabelle. J'ai une longue liste d'épiceries, de choses que je dois couvrir après ton intervention, mais je suis prête à relever le défi. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous, en compagnie, bien entendu, de notre cher Carlos Letao, mon secrétaire parlementaire. Merci, Carlos, d'avoir quitté Ottawa et la période de questions pour venir nous voir. Donc, merci. Oui, c'est ça, il est très content également. Député de Marc-Aurèle-Fortin à Laval, l'extraordinaire députée de Thérèse de Blainville, notre ancienne ambassadrice à l'OCDE. Madeleine, merci d'être avec nous, Madeleine Chenette, aujourd'hui. Il y a Isabelle Hudon, bien entendu, notre extraordinaire présidente de la BDC. Puis moi, enfin, après 10 ans d'être ministre, j'ai l'occasion de travailler de façon très étroite avec Isabelle, donc merci d'être ici. Et je tenais à vous dire aussi que ça me touche énormément de voir Alain Bouchard ici. Parce qu'Alain, je connais Alain depuis que j'ai 3 pommes. Papa était son premier comptable lorsqu'il a acheté Perrette. Oui, les dépanneurs Perrette. Je viens de Laval. J'ai vu l'évolution de Couche-Tard, de la famille Bouchard au cours des années. Et je vois aussi le beau mentorat avec mon frère, Jean-Sébastien. Donc, bref, Alain, c'est comme un peu de la famille. Merci d'être ici, ça me touche beaucoup. Merci. Une belle main d'applaudissement pour Alain.
Isabelle, quand tu m'as présenté tantôt, si tu me permets, je vais te tutoyer parce que je sais, là, on fait semblant de ne pas se connaître, là, mais on se connaît. Tu as présenté le fait que on avait eu une bonne semaine, beaucoup de choses s'étaient passées, mais la réalité, c'est qu'on s'est vu 3 fois cette semaine. En fait, c'est la 3e fois. Donc, parce que ma semaine a commencé à Ottawa, après on est allé à Washington, après j'étais à Mississauga, où j'ai vu Isabelle, après à Toronto, où j'ai vu Isabelle, et là, je suis de retour à Montréal. Mais ce qui est génial d'être ministre de l'Industrie maintenant, c'est que tout ça a été dans le même fuseau horaire. Donc, ça me fait grand plaisir de revenir à Montréal, la plus belle ville au Canada, la plus belle ville au monde. Oui, en effet. Et en même temps, je voulais vous partager une vérité qui va de soi. C'est-à-dire que la force d'un pays est toujours fonction de la force de son économie. Et donc, on est aussi fort au Québec, au Canada, que la force de notre économie. Parce qu'on le sait présentement que les règles de commerce international, telles qu'on les connaît, ne tiennent plus. Qu'on vit dans un monde beaucoup plus compliqué, plus complexe, plus dangereux. Et je l'ai vécu au cours des dernières années. J'ai vu, alors que les tensions commerciales s'amplifiaient, je suis passée du front diplomatique vers le front économique de ces tensions-là. Des causes des tensions commerciales vers les conséquences. Et donc, alors qu'il y a eu une évolution, il y a plusieurs guerres qui ont été lancées au cours du mandat lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai vu la détérioration de l'architecture de sécurité internationale et son impact sur l'économie. Et on le sait maintenant qu'on ne peut plus compter sur des alliances stables avec certains de nos alliés. Et non seulement ça, on peut non seulement plus compter sur le fait que les marchés d'exportation vont tout simplement continuer de croître. Alors, lorsqu'on accepte cette situation-là, qu'on fait ce constat-là, on sait qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a des choses que l'on peut contrôler. Et nous, notre objectif, c'est de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Et ce que l'on peut contrôler, c'est qu'on est capable de créer de la croissance économique ici au Canada. Et la croissance économique, elle est très, très importante. Pourquoi? Parce que c'est notre façon de nous offrir une société juste, un filet social, d'être capable de faire en sorte que les gens au Québec, au Canada, puissent continuer de s'entraider, de se faire confiance, que l'on puisse vivre dans un pays pacifique. Alors que cette imprévisibilité et cette incertitude-là va continuer de faire partie de notre quotidien, on va justement travailler sur ce que l'on peut contrôler. Et notre mission, c'est de bâtir une économie forte pour le Canada. Parce que, quand on y pense, le Québec, le Canada, on a tout ce que tout pays au monde voudrait avoir. Que ce soit nos gens, nos talents, nos cerveaux, nos ressources naturelles, notre énergie, notre technologie, notre intelligence artificielle. On a un pays en paix, stable, une démocratie qui fonctionne. Bref, on est capable de développer notre potentiel ensemble. Alors, voici le plan de match. 3 piliers. On va protéger, on va créer et on va attirer. We will protect, we will create, and we will attract. Alors, commençons avec le premier pilier. Protéger. Protéger des industries, protéger aussi des emplois. Isabelle y faisait référence tantôt. Dominique Leblanc est encore à Washington. Les discussions avec l'administration américaine se poursuivent. Et on sait qu'en grande majorité, les produits canadiens ne sont pas affectés par les tarifs. Notre économie, de façon générale, n'est pas affectée par les tarifs américains. Mais il y a des industries clés qui le sont. Des industries comme l'acier, l'aluminium, le secteur automobile, le cuivre et également le bois d'œuvre sont victimes des tarifs injustifiés de l'administration américaine. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? À court terme, on va protéger le marché. On va faire en sorte d'offrir du support financier aux entreprises.
À moyen terme, on va aider les entreprises à s'adapter et à pivoter vers des nouveaux produits, vers des nouveaux marchés. Et on a mis sur place 5 milliards de dollars pour aider les entreprises à pouvoir avoir accès à du financement. Et ça, c'est pour les grandes entreprises via notre nouveau fonds de réponse stratégique, mais aussi pour nos PME. On travaille aussi via DEC, Développement économique Canada pour les régions du Québec, et je travaille avec Carlos sur ces questions-là en particulier. Et finalement, après avoir une approche court terme, moyen terme, mais l'approche long terme, c'est vraiment de créer un marché domestique, un marché canadien basé sur nos investissements en défense, en logement, nos grands projets, également la politique achetée canadien. Je vous donne quelques exemples. Le premier, notre acérie qui est en Ontario, qui est une acérie très, très stratégique pour le Canada, qui est l'acérie à Sault-Sainte-Marie qui s'appelle Algoma. De façon générale, les aciéries au Canada ont été développées sur la base de produire pour le marché de l'automobile aux États-Unis. Présentement, c'est très, très difficile et nos aciéries font face à des défis immenses. Immenses. Et donc, récemment, après avoir eu plusieurs conversations avec le PDG du chantier naval Irving à Halifax, finalement, le chantier naval Irving a annoncé qu'il allait commander de l'acier à Algoma pour construire les navires canadiens à Halifax. Parce que l'acier utilisé par les navires canadiens, pour la construction des navires canadiens à Halifax, provenait de l'Europe. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on doit voir plus ici. Et j'ai déjà dit à James Davy qu'il faut absolument que l'acier qui est utilisé pour les brise-glaces construits au chantier naval à Québec doit être avec de l'acier canadien. Et je sais que la formidable Christine Fréchette est ici. Christine, merci aussi pour tout l'appui du gouvernement provincial pour le chantier Davy. Autre exemple. Souvent, on se dit « Ah, c'est difficile de diversifier nos marchés. » Le secteur de l'aluminium est très, très, très affecté. Alouette, une de nos grandes usines, de nos grandes alumineries, si on pense à son modèle d'affaires essentiellement, comme la majorité des alumineries au Québec, est d'exporter aux États-Unis. 50 % de tarifs, ça devient très, très difficile. Au cours du premier quart de cette année, Alouette envoyait 4 % de sa production vers l'Europe. Alors, au deuxième quart, c'était 57 % de la production d'Alouette qui allait vers l'Europe. Et donc, ça, c'est un autre exemple qu'on est capable de diversifier nos marchés. Je vous ai parlé de l'acier, je vous ai parlé de l'aluminium, mais c'est sûr que le secteur de l'Ontario, par exemple, le secteur de l'automobile qui est en Ontario, ou encore le secteur du bois d'œuvre qui est beaucoup, beaucoup au Québec, bien, on va être là pour nos travailleurs. On va être là parce qu'on va avoir des fonds via le fonds de réponse stratégique qu'on va pouvoir utiliser pour faire des investissements importants au sein de ce secteur-là pendant qu'on continue à négocier avec le gouvernement américain. Et donc, on sera toujours là pour nos travailleurs, on sera toujours là pour nos compagnies, nos industries, et on va être là alors qu'ils font face à des tarifs complètement injustifiés. And we won't let these industries down, and we're doing it for the sake of our workers, for the sake of our industries, and for the sake of our country. On a parlé du premier pilier, qui était de protéger nos emplois. Passons maintenant au deuxième, qui est celui de créer des emplois. On sait que dans chaque crise, il y a des opportunités. Alors, on doit être capable d'agir avec audace et avec détermination. Souvent, on entend ces jours-ci le fait que le gouvernement fédéral va investir massivement en défense. C'est vrai. 3,5 % de notre PIB en défense, c'est des milliards de dollars par année. La possibilité de créer plusieurs emplois. Et je parlais de contrôle au début de mon allocution, mais c'est certainement quelque chose qu'on peut faire justement pour contrôler davantage et avoir un impact sur notre croissance économique et créer un secteur manufacturier encore plus important. Et donc, quand on parle de défense, bien entendu, je parle de la souveraineté du Canada. La souveraineté du Canada dans les airs, sur la terre et sur la mer. Je pense aussi à la souveraineté numérique du Canada.
Mais je pense aussi aux questions liées à la santé, à la gestion des pandémies, puis je pense aussi à tout ce qui est lié aux effets, aux impacts des changements climatiques, comme les feux de forêt. Donc, on doit avoir une définition large de la défense pour comprendre qu'essentiellement, c'est en fait pour faire en sorte que le Canada soit capable de gérer toutes les menaces liées à sa sécurité. Et donc, on travaille présentement sur une nouvelle stratégie industrielle de la défense. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais en fait, 3 mots. Le premier, on va acheter. Le deuxième, on va construire. Et le troisième, on va faire des partenariats. We will buy, we will build, we will partner. Donc, acheter. Mais on sait présentement que la marine canadienne a besoin de sous-marins. Les sous-marins sont vieillissants. Et donc, on a lancé un appel d'offres important et présentement, il y a 2 soumissionnaires. 2 soumissionnaires qui sont soit TKMS, qui est un consortium germano-norvégien, ou Hanwha, qui est une compagnie sud-coréenne. Mais peu importe qui on va décider de prendre comme fournisseur pour nos sous-marins, vous pouvez être sûr que cette compagnie-là, que l'on va choisir, va devoir avoir du contenu canadien. Que Marmen à Trois-Rivières ou que CAE, et France est ici aujourd'hui pour représenter la compagnie, va pouvoir avoir une part du contrat parce qu'on va vouloir pousser la chaîne d'approvisionnement, soit de TKMS ou d'Hanwha, pour nous assurer de créer des emplois ici. Maintenant, je vous ai parlé d'acheter. Parlons de construire. On sait que la stratégie de construction navale a presque 15 ans maintenant. On a 3 grands chantiers navals à travers le pays. Irving, à Halifax, Seaspan à Vancouver et Davie, bien entendu, à Québec. Maintenant, nos chantiers navals ont construit plusieurs frégates, plusieurs navires, plusieurs brise-glaces pour notre marine canadienne. Mais quand on y pense, tous les autres pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses, leurs investissements en défense. On a une capacité d'exporter maintenant et d'être capable de vendre des navires, des brise-glaces, un peu partout à travers le monde. Et je salue d'ailleurs l'audace, l'ambition de James Davie qui a décidé, via la compagnie Davie, d'acheter le chantier naval d'Helsinki en Finlande. Et récemment, bonne nouvelle, l'objectif de ce chantier naval-là va être aussi de construire des brise-glaces pour la marine américaine. Et donc, on voit qu'on est capable au Canada d'aller se tailler une partie des marchés internationaux dans le domaine de la défense. Mais je vous donne aussi d'autres exemples. À Montréal, on construit des satellites. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. Mais MDA est une compagnie très, très importante et on va vouloir investir davantage pour qu'il y ait plus de satellites bâtis au Canada et exportés. On a aussi une compagnie extraordinaire en matière d'intelligence artificielle et j'étais très impressionnée que Joël Pinault soit aujourd'hui avec nous parce que Cohere est une des entreprises les plus extraordinaires dans le domaine de l'intelligence artificielle qui compétitionne avec des géants comme OpenAI ou Mistral en France et vous pouvez être sûr, on va bâtir Cohere au Canada. Et finalement, je vous ai parlé dans la stratégie industrielle de défense d'acheter, de construire. Maintenant, au niveau des partenariats, un des meilleurs avions de surveillance au monde, ou je dirais en fait, Eric, le meilleur avion de surveillance au monde, c'est le GlobalEye, qui est un partenariat entre Bombardier et Saab, une compagnie suédoise. Les Émirats arabes unis ont acheté des avions de surveillance le GlobalEye. La France a annoncé récemment aussi un approvisionnement. Nous, on va vouloir acheter aussi du GlobalEye, mais essentiellement, on peut en vendre partout à travers le monde. Et ça, c'est un bel exemple aussi de partenariat entre le Canada et la Suède, qui est essentiellement entre Bombardier et Saab. Et on veut plus de ça. Alors, merci Eric aussi d'être là. Donc, on va, via cette stratégie industrielle de la défense, on va construire les avions, les navires, les drones, les technologies de l'intelligence artificielle nécessaires et on va construire aussi leur chaîne d'approvisionnement. On va créer des emplois dans les grandes entreprises, mais aussi dans nos PME.
Et on va être capable de donner des milliers d'emplois à des chercheurs, à des ingénieurs, à des gens dans la construction, à des soudeurs. On va pouvoir avoir la BDC qui vont pouvoir financer davantage le secteur de la défense. On va avoir nos conseils de recherche qui vont pouvoir offrir à des chercheurs davantage de fonds pour faire de la recherche à double usage. Et on va avoir aussi l'Agence spatiale canadienne qui est basée ici à Longueuil pour justement soutenir ces investissements-là, continuer le momentum. La semaine passée, on a déjà annoncé notre agence d'investissement en matière de défense. On a déjà un président. Bref, on avance. So we will use the power of procurement to make sure that we can support our companies, because what we know is companies rather have contracts from the federal government than subsidies. Because when we do so, not only do we help them be able to make the right investments in their companies and to be able to employ new people and invest new markets, but it shows that the federal government is able to endorse them, which is extremely important. Donc, je vous ai parlé de protéger des emplois, créer des emplois, de la défense, de la stratégie industrielle de la défense. Je vous parle maintenant des projets majeurs. Vous avez entendu le premier ministre en parler, c'est très, très important. On a une vision de bâtir une économie forte via des grands projets nationaux. On a déjà passé un projet de loi en 20 jours, le projet C5, pour accélérer l'approbation des grands projets. On a nommé, en fait, on a établi le premier bureau de projet, on a nommé déjà la présidente du bureau de projet. Bref, les choses avancent. On a annoncé les 5 premiers projets nationaux. 5 premiers projets nationaux, notamment un à Montréal. Julie est là pour représenter le port de Montréal. Vous savez, le projet Contrecœur, c'est une augmentation de 60 % de la capacité du port de Montréal. C'est immense. Alors qu'on pense à diversifier nos marchés, alors qu'on pense à se rapprocher de l'Europe, bien, concrètement, on doit avoir l'infrastructure de transport. Et c'est pour ça que c'est le fun de voir que les choses avancent rapidement, parce que juste la construction, éventuellement l'exploitation de l'agrandissement du port de Montréal à Contrecœur, ce sont aussi des milliers d'emplois. Martin est ici pour Alto, le train à grande vitesse. Pour nous, ça fait des années qu'on entend parler, que vous lisez ça dans les médias, vous dites quand est-ce que ça va vraiment se réaliser. Bien, le projet se réalise. Et donc, on travaille présentement avec le bureau de projet pour que les choses aillent plus rondement, plus rapidement. Le train sera entre Toronto et Québec. La construction du train prévoit environ 50 000 emplois. Pensez aux besoins en matière d'acier et d'aluminium pour cette construction-là. C'est immense. Et donc, alors que le projet prévoyait environ 8 ans entre les plans d'ingénierie et l'approbation et le début de la construction, on a décidé de réduire ça de moitié. Alors, merci Martin de travailler avec nous là-dessus. On va aller plus vite. Bref, les prochaines annonces de grands projets s'en viennent rapidement. Le premier ministre a dit que ce serait lors de la Coupe Grey. Je ne sais pas s'il y a du monde qui savent c'est quand, la Coupe Grey, là. C'est le 16 novembre, je voulais juste vous dire. Le 16 novembre. Donc, ça s'en vient. On est convaincu qu'on peut être capable de construire, de créer des milliers d'emplois en matière d'ingénierie, de construction, de services aussi, et bâtir nos chaînes d'approvisionnement. On va travailler, bien entendu, aussi avec les communautés autochtones, parce que c'est le rôle du gouvernement fédéral de leur tailler une place à la table de décision pour qu'ils aient accès à de l'équité dans les projets et à des nouveaux leviers de développement économique. C'est fondamental à notre réconciliation. Bref, on sait qu'à travers tous ces grands projets-là, on va pouvoir aussi augmenter notre demande en acier et aluminium. Et finalement, le dernier point dans le pilier « Créer des emplois », c'est vraiment de créer des fleurons canadiens. Au Québec, on a fait preuve au cours des années de beaucoup de nationalisme économique. Et je pense que ce nationalisme économique-là a été, je pense, très important dans le fait de créer des grands fleurons québécois, fleurons canadiens. Je pense à CAE, je pense à Bombardier, je pense à Alimentation Couche-Tard, je pense à CGI. Isabelle y faisait référence tantôt. Si on regarde les grandes entreprises canadiennes, il y en a vraiment plusieurs qui sont des entreprises mondiales basées à Montréal ou de façon générale au Québec. Dans le reste du Canada,
cette vision, cette approche de bâtir des grandes compagnies, elle est importante, mais elle n'est pas intégrée de la même façon. Et les banques ou les fonds de pension n'ont pas nécessairement la même approche que la caisse de dépôt. Mais il y a un changement de perception et un changement d'approche, étant donné qu'il y a beaucoup de transformations commerciales à travers le monde, certainement au niveau du commerce international. Et on est capable, avec nos fonds de pension et avec nos banques, de pouvoir investir encore plus pour bâtir des grandes compagnies. Pensez à des compagnies comme, par exemple, Thomson Reuters, basée à Toronto, Maple Leaf Foods, Aritzia, Lululemon. Donc, des grandes compagnies que peut-être pas tout le monde sait savent que ce sont des compagnies canadiennes, mais ce sont des compagnies canadiennes. Moi, mon objectif, avec toutes les compagnies au Canada, c'est de faire en sorte qu'elles deviennent plus grandes, plus fortes, qu'on fasse leur promotion, qu'on ouvre des marchés pour ces entreprises-là, qu'on soit capable de les renforcer et qu'elles soient au final plus fortes à la maison, mais aussi à l'étranger. Et je pense que dans un monde beaucoup plus imprévisible, et c'est ça dont je parlais dans le devoir, c'est important d'avoir des grands fleurons, des grandes entreprises québécoises et canadiennes, parce que c'est notre façon d'augmenter notre influence dans le monde. Et non seulement d'augmenter notre influence dans le monde, mais bien entendu de créer des emplois chez nous et partout à travers le monde. Et finalement, dernier pilier de ce plan de match économique, c'est attirer des talents, attirer des investissements. Alors que certains pays s'en prennent à la liberté académique et à la recherche et à la science, nous, on croit dans la science. Nous, on croit dans la recherche. Alors, on va investir. Notre objectif, c'est de pouvoir attirer les meilleurs talents dans le monde. And our goal is to make sure that we attract the best talent in the world and that we continue to support our homegrown talent. Et donc, j'aurai plus à annoncer au cours des prochaines semaines, mais j'ai déjà eu plusieurs conversations avec nos différentes universités et cégeps québécois et je vais continuer à le faire. J'ai rencontré les recteurs de l'Université de Montréal, de l'Université de Concordia et McGill et c'est certainement mon objectif de pouvoir rencontrer, bien entendu, l'UQAM, Sherbrooke et Laval. Et dernier point, c'est attirer des investissements. Parce qu'on sait qu'alors que les investisseurs cherchent à réduire leurs risques par rapport à certains marchés, certaines juridictions, bien, nous allons les aider. Et qu'est-ce qu'on peut faire au Canada, nous? On peut offrir de la certitude. On peut réduire la paperasse, et certainement je travaille avec Carlos là-dessus. Pas facile, mais on y arrive. On va démontrer davantage de transparence. On va être capable aussi de rapidement faire en sorte que les permis puissent être obtenus. Certainement, on le fait avec la législation C5. Et on va travailler avec les différents leviers de gouvernement. Christine, ça va faire plaisir de travailler avec toi là-dessus. Et également avec les communautés autochtones. Et donc, notre but, c'est de pouvoir offrir cette stabilité-là, d'avoir une approche sans surprise pour nos investisseurs pour saisir cette opportunité-là. Et donc, on va être ouvert pour faire des affaires. On est ouvert. Je sais que c'est un anglicisme présentement que j'utilise, mais essentiellement, we will be open for business. And we will attract foreign direct investment, FDI, from Europe, from Asia and Gulf countries. And that's our goal. Notre objectif, c'est de pouvoir attirer davantage de capitaux ici, au Canada. Parce qu'on sait que ça va pouvoir aussi créer des milliers d'emplois. D'ailleurs, ça marche. Desjardins, la semaine passée, disait « Le marché des actifs canadiens est de plus en plus perçu comme une destination stable et sûre pour les capitaux étrangers. » C'est pas moi qui le dis, c'est Desjardins qui le dit. Donc, en conclusion, mon message est simple. Bâtissons ensemble une économie québécoise, canadienne forte, en protégeant, en créant et en attirant. Écoutez, je vous ai présenté mes meilleures idées. Mais défiez-moi. En anglais, en québécois, je dirais « challengez-moi »,« challengez-nous », parce qu'on doit travailler ensemble pour le faire. On doit recréer cette relation de confiance entre le gouvernement et entre le milieu des affaires. Et je ne vous parle pas d'enjeux abstraits ou de politique
public déconnecté de la réalité des gens. On a une vision, on a un plan. On a des vrais investissements pour du vrai monde, pour créer de la vraie croissance économique ici, chez nous. Et notre défi est immense, qu'on n'a pas vécu depuis des générations. Alors, on n'a pas de temps à perdre. Travaillons ensemble. Merci. 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 Grosse semaine. Grosse semaine, en effet, Isabelle. Pour toi aussi, je pense. Ça fait du bien quand même, Un petit déjeuner? un petit déjeuner, mais aussi, je cherche le mot en français pour standing ovation. Grosse semaine et ce qui nous vient probablement tous en tête, est-ce que les fauteuils du bureau ovale sont confortables? Mais c'est sûr que Et qu'est-ce qui le s'est but, passé? quand on est dans le bureau ovale sur le fauteuil, c'est pas de s'écraser comme ça. Là. C'est vraiment d'être sur le bout du fauteuil comme ça parce qu'on veut capter chaque mot et chaque expression du président. Puis moi, j'ai un bon siège. Ça fait 2 fois que je suis assise à la même place. Et puis, je suis capable de bien voir le premier ministre Carney, qui parfois me fait quelques clins d'œil. Et en même temps, ben, je suis très proche du président Trump et je vois ses réactions. Ce qui est fascinant, c'est que c'est la horde de journalistes qui rentrent. Le bureau ovale n'est pas très grand, contrairement à ce qu'on peut penser. Et il y a à peu près 60 journalistes qui rentrent et qui se mettent à crier. Et donc, avec des micros qui sont par-dessus notre tête. Et parfois, ben, c'est plus les réponses aux questions qui peuvent être déstabilisantes que nécessairement les propos qui sont tenus avant le début des questions. Et donc, il faut être prêt pour, bien entendu, les propos d'introduction, mais surtout pour les réponses. Et après, tout ça est dépendant du mood du président des États-Unis qui, lui, décide ou non que la période de questions va être longue. Et donc, parfois, elle est 40 minutes, parfois, elle est 15 minutes. Parfois, cette fois-ci, elle était moins longue que d'habitude. Mais ça fait 5 fois que je vais dans le bureau ovale, 3 différents présidents. Mais disons que récemment, il y a plus d'action. Alors, on comprend donc que c'est un cirque, mais ce n'est pas le Cirque du Soleil. Est-ce qu'on a senti toutefois qu'il y avait un changement d'atmosphère, d'attitude? Le fait aussi que Dominique Leblanc soit encore là aujourd'hui avec M. Sebia, à ce que j'en comprends. Oui, Donc, je sais évidemment là, que ces conversations sont confidentielles, mais qu'est-ce qui peut se dégager à l'aube du long week-end? Et qu'est-ce que les gens d'affaires peuvent retenir de ce qui serait un bon week-end pour vous autres là, cet après-midi? Le défi que tout gouvernement a lorsque vient la question de négocier avec les Américains, c'est qu'il y a une seule personne qui décide. Oui. Et donc, normalement, en diplomatie ou en commerce international, ce qui arrive, c'est que ce sont les équipes qui travaillent, puis Isabelle, ancienne ambassadrice, ou Madeleine le saurait. Les équipes travaillent, puis là, bon, le matériel monte, puis éventuellement, ça arrive au chef d'État, au chef de gouvernement, puis éventuellement, il y a des annonces. Mais avec le président Trump, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut capter son attention. Parce que c'est lui, après, qui va diriger si ses équipes travaillent ou non. Et donc, le rapport que le premier ministre a avec le président Trump est très, très important. Et donc, il faut être capable aussi d'être devant lui et d'avoir des conversations seul à seul avec lui. Et c'est ça le défi du Canada, et de peu importe le pays. Nous, présentement, on a 0 % de tarifs sur notre économie, contrairement aux Britanniques qui ont 10 % sur tous leurs produits qui s'en vont aux États-Unis, à l'Union européenne qui a 15 %, au Japon qui a 15 %, l'Inde qui a 50 %. Donc,
Aux yeux des Américains, on est en position favorable. Et en plus, on a des tarifs qu'on appelle les tarifs 232, qui visent, comme je disais tantôt, l'acier, l'aluminium, l'automobile, etc. Et ces tarifs-là, on oublie l'automobile 30 secondes, ce sont des tarifs qui s'appliquent au monde entier. Oui. Donc, ce ne sont pas des tarifs qui sont juste envers le Canada. Et donc, présentement, nous, ce qu'on essaie de négocier, c'est une entente sectorielle sur l'acier, l'aluminium et l'énergie de façon générale. Donc, les négociations progressent, il y a plusieurs conversations, mais notre objectif aussi, c'est d'avoir différentes ententes sectorielles. Et on veut, donc, cette entente-là serait une première étape. Et je suis confiante qu'on est capable d'avancer dans la bonne direction, mais il y a toujours beaucoup d'imprévisibilité. Oui. Et puis aussi, on va être clair, là, le président des États-Unis, il y avait plusieurs choses à gérer, dont un cessez-le-feu cette semaine. Donc, attirer son attention aussi est toujours un défi. Et il n'a pas eu le prix Nobel de la paix ce matin. Marina Costado, qui vient de gagner un prix Nobel de la paix, est une grande amie du Canada, en fait. J'ai eu l'occasion, moi, de la rencontrer à Ottawa, de lui parler avant les élections. En fait, c'était elle qui devait se présenter aux élections au Venezuela. Elle n'a malheureusement pas eu le droit de se présenter, dans une violation évidente de ses droits. Alors, elle a eu quelqu'un qui s'est présenté à sa place, mais c'était elle qui faisait campagne avec son candidat. Ils ont essentiellement gagné les élections au Venezuela et lorsqu'ils ont gagné les élections, le président Maduro a tout fait pour justement faire en sorte que essentiellement les résultats ne soient pas respectés et elle a dû se cacher. Je lui ai parlé à l'époque lorsqu'elle était cachée au Venezuela et sa vie était en danger. Elle a dû s'exiler. Moi, à l'époque, je lui avais offert l'exil politique au Canada, mais le Canada n'avait plus d'ambassade au Venezuela. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est finalement, elle s'est exilée en Espagne. Mais elle a un courage extraordinaire, puis je pense qu'elle était la bonne candidate pour obtenir le prix Nobel de la paix. On a parlé ce matin, vous avez parlé de défense, de souveraineté économique, énergétique, numérique. On a entendu la vision. Oui. On va se ramener un petit peu plus aussi sur des défis de réalité. Oui. Parce que, sachant que vous veniez à cette tribune, les gens d'affaires avec qui je suis en contact tous les jours m'ont parlé de certains thèmes. Oui. La gestion des finances publiques, par exemple, le déficit, on est à 1 mois du budget. J'aimerais ça qu'on en parle ensemble. Oui. Tantôt, je parlais de l'heure des bilans. On a un trimestre, c'est peu, mais je sais que vous travaillez sur l'allègement de la bureaucratie, oui. L'approvisionnement local, puis on veut vous entendre quand même là-dessus, parce qu'on s'est dit qu'on allait avoir des indicateurs de performance qu'on allait suivre plus serrés, comme les gens d'affaires ici qui sont tenus à chaque trimestre à rendre des comptes. Donc, on le sait, l'imputabilité, c'est important et vous vous êtes donné le devoir, donc on va parler de ça. Oui. Et le retard à combler pour redevenir une puissance manufacturière. Donc, je commencerai avec ça. Oui. La Banque nationale parle d'implosion industrielle du Canada, que le secteur manufacturier s'est tellement atrophié au pays qu'on a désormais un secteur qui est plus petit que celui de l'Irlande en termes manufacturiers. On a beaucoup, donc on était 5e au monde, on est rendu en 2000, on est rendu 20e au monde parce qu'on a beaucoup axé sur l'économie de services. Là, on pivote. On veut un secteur manufacturier fort, secteur industriel fort, mais qu'est-ce que ça va prendre pour réindustrialiser le Québec? Et cette semaine, j'étais à Toronto, je vous ai entendu, puis il y a une citation qui est restée en tête, c'est que vous avez parlé moins de subventions, plus de contrats. Là aussi, il y a un pivot. Est-ce qu'on peut vous entendre là-dessus? Bien, je pense que nos investissements en défense, pour nous, sont une opportunité extraordinaire de recréer, de rebâtir le secteur manufacturier au Canada. Et si on ne le fait pas, sincèrement, on manque une occasion en or, parce que d'autres pays vont le faire. Vous
savez, c'est l'argent des contribuables canadiens là, qu'on va investir. Oui. Et donc, oui, on va le faire pour nous protéger. Oui, on va le faire pour nos hommes et nos femmes qui assurent la souveraineté et la sécurité du Canada. Mais sincèrement, on va le faire pour créer des emplois. C'est normal qu'on travaille avec Bombardier. C'est normal qu'on travaille avec CAE. C'est normal qu'on mette l'accent sur nos entreprises. Et je pense que si on regarde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada, on était la 3e puissance aéronautique au monde. On construisait de grands avions. On avait même le projet qui est très iconique, plus au Canada anglais, qui s'appelle le Avro Aero Project, qui était construire le premier avion de chasse canadien. Et finalement, à cause des pressions des Américains, on ne l'a pas construit. Mais on est capable de faire ça. Donc, aviation militaire. Donc. Aviation militaire, on est capable de le faire certainement on le fait déjà au niveau de la construction navale. Donc, on est capable de le faire dans d'autres domaines. On doit le faire au niveau technologique, mais je pense que c'est ça qu'on travaille présentement. La stratégie industrielle en matière de défense, les grands projets, des grands projets énergétiques, des grands projets miniers, mais tout ça va faire en sorte justement qu'on va être capable d'augmenter notre capacité aussi manufacturière, parce que aussi on doit être capable d'augmenter notre capacité au niveau, dans le fond, électrique, là, pour qu'on ait un système électrique qui soit capable de gérer aussi la demande des grands projets. Donc, c'est ça la vision présentement du Canada. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça fait aussi en sorte d'offrir beaucoup d'emplois pour des gens qui sont inquiets de perdre leur emploi. Et on sait qu'il y a une anxiété chez plusieurs travailleurs de perdre leur emploi, de ne pas avoir accès à cette sécurité d'emploi-là que parfois on peut avoir un peu plus dans le domaine des services. Et si on n'est pas capable d'offrir des jobs à ce monde-là, on n'est pas capable aussi d'assurer une forme de stabilité sociale parce qu'il va y avoir trop de mécontentement. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est très, très important qu'on puisse travailler à offrir ces emplois-là parce que, puis ce que je trouve très intéressant dans la stratégie industrielle de la défense, c'est que c'est toutes les régions du pays qui peuvent en bénéficier, puis c'est aussi plein de types de travail, des chercheurs dans nos universités, jusqu'à justement les soudeurs ouais. qui peuvent travailler à Bombardier ou qui peuvent travailler aussi dans nos chantiers navals. Donc, c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, aussi, on le sait, le secteur de la défense, évidemment, ça demande des investissements en R&D massifs qui bénéficient, ça a été démontré, au secteur commercial et au secteur, donc, du fameux double usage. Oui. Quittons la défense un peu. Puis si je peux me permettre, je me souviens qu'Éric Martel m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais que j'avais beaucoup vu aussi. C'est, tu sais, tu regardes dans le domaine de l'aérospatial, l'aéronautique, mais les deux grandes compagnies mondiales, là, c'est Boeing et c'est Airbus. Donc, c'est une compétition entre les États-Unis puis la France, l'Union européenne. Puis ces deux compagnies-là, ils font dans du commercial, mais ils font aussi dans le militaire. Oui. Ils font les deux. C'est ça qui fait en sorte. Et ce qui arrive, c'est que quand Bombardier arrive puis compétitionne contre Boeing ou contre Airbus, bien, c'est tellement difficile parce que ce sont des puissances mondiales qui font leur promotion. Donc, quand vient le temps pour un autre pays d'acheter un avion, bien, il y a un lobby immense de la part de ces pays-là pour faire en sorte qu'ils prennent justement l'option soit américaine ou française. Mais nous, là, c'est pour ça que quand je dis je veux qu'on fasse la promotion de nos entreprises, je veux qu'on soit capable à l'international de dire vous allez prendre du Bombardier, vous allez travailler avec CAE. Tu sais, la transaction avec le Japon que Couche-Tard a essayé de faire, ce n'est pas avec le Japon, mais c'est avec 7-Eleven. Mais il faut aussi encore pousser davantage pour que ça puisse avoir lieu. Donc, c'est ça mon objectif, c'est que le gouvernement puisse être, dans le fond, le meilleur vendeur pour nos fleurons canadiens. Justement, on parle de commerce de détail. Moi, j'ai eu des partages de certains chiffres d'entreprises parfois qui ne sont pas publics, donc on ne peut pas les... Mais sur l'achat local par les consommateurs. Oui. Okay? Et vraiment, les Canadiens ont été derrière leur entreprise manufacturière. On a vu, par exemple, dans le secteur cosmétique, des chiffres d'affaires qui ont triplé depuis le début de l'année. Oui. Les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises ont choisi
d'acheter local. Oui, Il faut que ça se passe dans le monde des affaires aussi, oui. parce que vous n'y arriverez pas seul. L'achat local, au-delà des contrats du gouvernement fédéral, ça va prendre nous tous ensemble qui allons s'appuyer. Oui. Est-ce qu'il y a des pistes? Je sais que vous n'êtes pas le ministre des Finances, mais vous êtes au cabinet très proche de monsieur Carney. Pour que ça aille vite, là, ça prend soit des mesures fiscales, des incitatifs, ce que j'appellerais la carotte. C'est-à-dire, pour que des entreprises ici décident d'avoir leur propre chaîne d'approvisionnement qui favorise des PME locales, il faut les supporter, il faut valoriser ces choix-là que font les Canadiens présentement dans leur quotidien. Est-ce qu'il y a sur la table, on l'a vu quand on parlait de développement durable, de ESG dans le passé, est-ce que ces idées d'avoir des incitatifs ou de l'accélération d'amortissement liés à des politiques d'approvisionnement local, est-ce que c'est sur la table au cabinet? Mais c'est sûr que, bon, il y a en soi utilisé le pouvoir de l'approvisionnement du gouvernement pour inciter, justement. C'est un grand levier. C'est un énorme levier. Oui. Puis je pense que ça peut créer des partenariats qui, présentement, ne sont pas encore créés entre les compagnies québécoises et canadiennes. Ça, c'est intéressant. Puis je donnais l'exemple d'Algoma tantôt, mais tu sais, j'ai eu ces conversations-là avec, dans le fond, le président de Rio Tinto Aluminium, donc Jérôme Pécresse, pour justement faire en sorte qu'il y ait davantage de liens entre l'aluminium produit ici et la consommation locale ici au Canada. Oui. Donc, puis avec des partenariats. Donc, puis j'ai même appelé Éric Martel, puis j'ai dit, Éric, là, on pourrait avoir une opportunité de mettre encore plus Rio Tinto et Bombardier ensemble. Puis j'espère que Pratt & Whitney, ça va être le cas aussi. Là. Comme c'est ça l'idée, là. Alexandre, je te mets sur la touche un peu, là. Tu parleras en arrière. Mais tu sais, c'est ça l'idée. Pratt & Whitney, Roudeftech, tout ça, ils Et doivent travailler avec Bombardier, on s'entend. C'est ça. Mais Mélanie, vous n'y arriverez pas seule. Non, Vous avez une tout à fait. armée ici. Oui, oui, je sais. Comment cette armée-là peut aussi être tu prends, encouragée fiscalement? tu dis ce que je pense, c'est-à-dire c'est aussi la responsabilité de tout le monde ici de travailler ensemble davantage. Oui, il va y avoir des incitatifs fiscaux intéressants dans le budget. Vous venez pas ici pour m'entendre, pour vous donner des scoops sur le budget. Ce n'est pas moi qui va avoir un impact sur les marchés financiers aujourd'hui, de par l'information que je vais vous dévoiler et que mon premier ministre est très fâché. Non, j'ai trop d'ambition pour ça. Mais le message... Donc, mais ce que je vous dirais, par contre, c'est que le message dans le fond, de travailler ensemble sur, de soutenir plus les compagnies canadiennes entre elles, c'est certainement quelque chose qu'on veut créer davantage parce que, encore dans toute cette idée de contrôle, là, d'être capable de contrôler nos leviers, même si, sincèrement, là, on est dans un avion, là, puis ça brasse, là, bien, essentiellement, c'est certainement de bâtir un marché domestique canadien. On l'attend d'ailleurs, M. Carney, sur cette scène. Il est le bienvenu pour venir nous faire ses annonces, justement. On a évidemment M. Latau qui est ici avec nous, qui est un homme très respecté du monde des affaires. Oui. Je sais que vous travaillez très fort pour alléger ce fardeau bureaucratique qui ralentit les gens qui sont ici dans cette salle. Il y a beaucoup d'expérience aussi. Oui. Et on a compris que c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui avance là, depuis qu'on s'est parlé il y a 4 mois, parce que vous aviez même des objectifs clairs au niveau de la paperasse, notamment, du temps perdu par nos entreprises. Je rappelle que les PME consacrent 32 jours en paperasse par année, selon une dernière statistique. C'est beaucoup trop. C'est 32 jours qui ne sont pas là pour créer de l'emploi, pour innover, pour faire des partenariats. Alors, est-ce que ça avance, cet objectif de couper dans la paperasse pour les entreprises? Bon, il y a différentes choses. Déjà, on l'a fait avec nos grands projets. C'est simple, la législation qu'on a passée en 20 jours, ce qui est passé rapidement. Et c'est pour ça, là, j'étais contente d'entendre, quand tu as dit tantôt, Isabelle, déjà, Permello travaille avec justement, au projet au Port de Montréal pour le projet Contrecœur, pour commencer l'agrandissement. Écoute, là, ça n'a pas été long. Là. Non.
Fait que quand tantôt t'as dit, Mélanie, 3 mois, c'est quoi ton bilan? Hey, mais Julie, merci. Non, mais c'est ça aussi, quand on décide de faire en sorte d'approuver des projets, ça va beaucoup plus rapidement. Mais on doit continuer à vraiment réduire la paperasse. Je sais qu'il y a plusieurs compagnies qui font affaire avec notre ministère et ça peut être extrêmement frustrant. Carlos nous est arrivé avec des propositions sur justement le fait de couper la paperasse. Et lui et moi, on doit s'asseoir pour justement faire en sorte que ce soit le cas. On a fait déjà aussi des propositions pour réduire cette paperasse-là dans le contexte du budget. Donc, il va y avoir aussi beaucoup plus d'informations qui vont sortir le 4 novembre dans le contexte du budget aussi, parce que le budget, l'idée, ça va être de faire en sorte d'être beaucoup plus efficace, de pouvoir réduire les dépenses liées aux opérations du gouvernement. Oui. Et ça passe aussi par le fait justement que les processus soient beaucoup plus rapides. En même temps, en faisant en sorte de mettre l'accent sur l'investissement, parce que c'est ce qu'on doit faire présentement. Alors, dans une maintenant, économie est-ce qu'on va plus t'appeler compliquée. Madame CAPEX? Et puis, on aura à suivre ceux qui sont, mesdames et messieurs, OPEX, Mais moi, je pense et que... s'assurer que ces gens-là n'empruntent pas et n'endettent pas le Canada pour faire l'épicerie. Oui, Parce qu'on oui. croit au CAPEX, il faut aller en investissement, mais il faut s'assurer que Oui. on tient serré nos OPEX et qu'il n'y ait pas d'endettement. La plupart de nos solutions sont liées à de l'aide pour le CAPEX. Mais en même temps, pour les industries les plus affectées, notamment acier, aluminium, on a travaillé justement avec Carlos pour les plus petites et moyennes entreprises qui sont très affectées par les tarifs, notamment dans la chaîne d'approvisionnement au Québec là, liée à l'aluminium et au bois d'œuvre. Et on offre des solutions d'OPEX. On offre des contributions non remboursables jusqu'à 1 million de dollars pour certaines entreprises qui n'arrivent juste pas à gérer des tarifs qui sont complètement injustifiés. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de faire un peu les deux. Et entre-temps, bien, on va continuer de pouvoir travailler à renforcer notre économie. Je pense qu'il faut être optimiste malgré certains marasmes parce que, sincèrement, si on accepte que le monde a changé très, très rapidement, de façon très abrupte, on est capable justement d'aller de l'avant et de saisir les occasions. En fait, tu as répondu à ma dernière question, qui est une nouvelle question que nous avons à cette tribune. C'est qu'est-ce qui vous rend optimiste par rapport au futur de Montréal? Oui. Alors, si on ramène ça sur Montréal plus précisément, qu'est-ce qui te rend optimiste, Mélanie, pour le futur de Montréal? Bien, c'est sûr qu'on a des élections à Montréal, hein, ça va être bien. J'espère qu'on va avoir une très bonne mairesse. Donc, c'est ça, ancienne collègue, bonne amie, ancienne chef de cabinet. Mais sinon, ce que je vous dis... Ce que je vous dirais, c'est que ce qui me rend très optimiste pour Montréal, c'est que Montréal a tous les leviers nécessaires dans cette économie qui doit jongler protectionnisme et ouverture vers de nouveaux marchés pour être capable de performer. Et donc, vous pouvez compter sur moi pour qu'on travaille ensemble parce que Montréal va avoir sa juste part de ces investissements-là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Merci. Merci.